Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence de la communauté voirie qui est organisée en partenariat avec Vialytix. Donc vous êtes plus de 230 à vous être inscrits à ce webinaire au cours duquel nous allons parler intelligence artificielle et j'en suis ravie. Donc, tout simplement, cela, je pense, va annoncer aussi des échanges qui vont être très riches, puisqu'avec plus de 200 participants, vous devriez avoir pas mal de questions. Donc, cet après-midi, grâce à nos intervenants, vous verrez justement comment l'intelligence artificielle révolutionne la gestion de l'environnement urbain, de l'entretien des routes à la gestion des déchets. Et au travers de cas pratiques, vous allez voir comment ces outils offrent des solutions durables pour les défis urbains, améliorant ainsi donc l'efficience des services municipaux, mais également la qualité de vie citadine. Donc, en parlant de nos intervenants, eh bien, je vous propose d'accueillir Monsieur Ismaël Amoumi, donc, qui est expert sur les sujets de la transition numérique. Donc, bonjour et bienvenue Ismaël. Bonjour à toutes et à tous. À ses côtés, vous pouvez voir également Monsieur Bertrand Couturier, qui est lui adjoint au maire délégué aux mobilités et au stationnement donc à la mairie de Nevers. Donc, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Nous avons également Francesco Papa, qui est lui directeur de développement France donc chez Vialytix. Donc bonjour et bienvenue également. Merci Alicia, bonjour à tous. Et enfin, Monsieur Andreas von Kainel, qui est cofondateur de Cortexia. Donc bonjour et bienvenue Andreas. Merci Alicia, bonjour à tous. Donc juste avant de vous céder la main, peut-être rappeler quand même à nos participants qu'on va être ensemble 1 heure, 1 heure et demie. Donc comme je le rappelais, l'idée, ça va être aussi d'échanger. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions à l'écrit via les modules sur Zoom et sur Vimeo. Et puis, on fera des petits temps de pause pour répondre à toutes vos questions et prendre aussi vos réactions. Mais sachez aussi que cette session, elle va vous permettre de comprendre l'application de l'intelligence artificielle dans la gestion urbaine, de découvrir les innovations IA pour la voirie et puis d'évaluer aussi les bénéfices réels. Donc voilà, tout plein de choses qui vous attendent cet après-midi et sur lesquelles vous allez naturellement pouvoir interroger nos participants, nos intervenants, pardon. Mais vous pouvez aussi interroger les participants, parce que je sais que parmi les participants, certains utilisent déjà l'IA pour la gestion et l'entretien de leur voirie. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire davantage. Et puis, Ismaël, je vous laisse la main pour démarrer ce webinaire. Je vous souhaite à tous une excellente webconférence et j'arrête également mon partage d'écran pour que vous puissiez faire le vôtre. Parfait, merci beaucoup Alicia. Donc, je vais justement partager mes éléments. Écoutez, en tout cas, c'est un plaisir d'être parmi vous pour cette webconférence justement sur la question de l'IA, de la voirie, de l'action publique. Mon intervention a vraiment pour but d'installer un peu un premier propos qui vise un peu à cadrer la réflexion autour du sujet, mais également à déposer quelques pistes de réflexion, quelques cadres qui nous permettent justement en fait d'aborder cette interaction entre IA et action publique. Donc, en premier lieu, quels sont les principaux axes que je vais aborder? Euh, la première partie, lorsque je dis de quoi parle-t-on, c'est vraiment quels sont les enjeux principaux auxquels il faut, on va dire, réfléchir, penser, interagir, dès lors qu'on va penser justement à cette interaction entre et action publique. Donc, on parlera justement de la question des compétences, de la technique, des savoirs, de la partie également éthique, réglementaire. Et c'est vraiment cela, en fait, qui installe un peu le socle de cette relation à engager. Le second volet, c'est un point qu'on a souvent tendance à oublier, c'est qu'en fait, l'IA n'est pas nécessairement en fait, la première étape, justement dans un parcours, dans une stratégie de transformation numérique d'une collectivité ou d'un acteur public. En fait, l'IA est un jalon parmi tant d'autres et il faut justement certains socles, certains présupposés, certains piliers qui sont importants justement à constituer et justement, je reviendrai sur ces différents points. Le troisième volet, c'est vraiment de comprendre en fait comment est-ce que l'IA s'intègre progressivement à l'action publique. Et donc, on verra justement comment est-ce que par rapport aux métiers traditionnels, par rapport aux grandes fonctions, mais également par rapport aux compétences, on a justement une forme d'irrigation progressive, mais qu'il faut vraiment saisir par, on va dire, grand secteur de l'action publique, ou en tout cas, grand champ d'intervention. Et puis pour conclure, justement, quelques illustrations qui nous permettront, en guillemets, d'élargir le champ avant que justement les autres intervenants puissent approfondir par rapport à leur thématique. En premier lieu, quelques images générées justement par IA, donc DALL-E. Là, ce qui est intéressant, c'est justement en fait juste de faire un rappel par rapport à la question de l'imaginaire, dans la mesure en fait où, in fine, le cœur du sujet, c'est bien le service public de demain. C'est quelles sont justement les réflexions qu'on va porter, quelles sont les actions également qu'on va collectivement mener pour construire à la fois ces nouvelles manières de fonctionner
au sein de l'administration, les questions également liées à la relation à l'usager, les compétences qu'il faudra également acquérir à l'avenir, mais également comment est-ce qu'on va penser, construire nos espaces urbains avec justement l'intervention de l'IA. Et de manière assez intéressante, et c'est justement la dernière image, dès lors que l'on pense en fait l'interaction entre l'IA et l'espace urbain, in fine, ce qui apparaît, c'est que l'IA est invisible. Et on verra justement par la suite pourquoi, et surtout en quoi est-ce que c'est intéressant dans la mesure où justement c'est le champ des éléments qui ne sont pas forcément perceptibles, d'où l'intérêt justement d'avoir un débat assez profond et structurel sur les questions d'encadrement, de transparence et d'éthique. Donc, de quoi parle-t-on? Je ne vais pas forcément revenir sur ce qu'est INIA en tant que tel. Bien évidemment, on a eu beaucoup d'échanges préalables dans la presse, dans différents médias, dans différents supports sur les différentes techniques d'IA, les différentes formes d'IA, même récentes, qui se sont fortement pluralisées. Là, c'est plutôt la question en fait, des enjeux par rapport aux acteurs publics. En premier lieu, lorsque je parle de savoir et de savoir-faire, la première question du savoir, c'est bien évidemment celle de quel est le socle minimum de compétences, ou en tout cas de culture générale, qui est nécessaire pour engager une démarche d'IA. Donc là, c'est vraiment par rapport à la question de l'agent public, des élus, des différentes directions, mais également des citoyens. Quelles sont les connaissances minimales qui permettent justement d'avoir une relation équilibrée, apaisée avec l'IA, tout en sachant en fait dans quoi est-ce qu'on s'engage. Le second volet par rapport au savoir-faire, c'est la question également justement de quels sont les premiers parcours de formation. Quels sont les premiers éléments, en tout cas quels sont les premiers jalons qui sont installés pour préparer des agents publics, des managers, pour préparer également le public, le grand public, à interagir avec ces IA et à avoir un minimum de compétences, en tout cas un minimum de repères pour être en mesure justement de naviguer dans ce dernier. Lorsque l'on parle de gadgets ou solutions, c'est en fait un éternel débat qui a également marqué l'univers de la transformation numérique, des systèmes d'information, de la smart city, sur la distinction entre qu'est-ce qui tient de ce qu'on appelle l'opportunisme technologique ou du solutionnisme, donc in fine la solution pour la solution et non adopter une solution pour un usage précis, pour une finalité en termes d'action publique. Et puis justement cette réflexion beaucoup plus structurelle en fait sur l'évolution de l'action publique, quelles sont les finalités recherchées, que ce soit en termes d'apport en termes de performance, en termes de qualité finale rendue, en termes également de performance financière. Donc une réflexion beaucoup plus structurelle qui justement ne tient pas de l'ordre du gadget, mais vraiment en fait de qu'est-ce qu'on engage comme cas d'usage. La partie éthique et limite qui est également fondamentale dans la mesure où il y a également de nombreux débats sur les biais algorithmiques, sur comment est-ce qu'également l'IA peut plus ou moins impacter les manières de faire, également par rapport à la sécurité des données. Donc tout un champ en fait in fine de repères qu'on doit avoir sur également les risques de l'IA et les limites en termes de comportement. Et puis le dernier volet, régulation, investissement d'avenir, dans la mesure où justement cette année, en fait, il y a eu le premier texte juridique européen qui est sorti justement par rapport à la question de l'IA, avec différents repères qui ont été installés en termes de sécurisation, en termes également de qualification des différents IA et de leurs risques. Et c'est important en fait de saisir que quand on parle d'IA et d'action publique, on commence également à avoir un champ juridique de plus en plus conséquent, de plus en plus cadré, qui permet justement d'avancer. Mais en parallèle, en fait, de ce volet régulation, c'est également une perspective importante. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à structurer collectivement des partenariats bénéfiques dans lesquels justement il y a de l'investissement pour pouvoir justement développer des compétences du service public, mais également appuyer des entreprises privées dans le cadre de leur développement. Alors, sur la question justement du socle, ça c'est un point particulièrement important. Dans la mesure en fait où un certain nombre d'acteurs publics, de municipalités doivent justement saisir l'intérêt de construire en premier lieu une stratégie de la donnée par rapport à ces questions d'IA. Et donc là, par rapport à ce point, ce qui est fondamental, c'est de comprendre en fait que pour toute stratégie IA, il faut qu'il y ait bien évidemment en amont un certain nombre de jeux de données, un certain travail sur la qualité de la donnée qui est structurée, collectée, agrégée, mais également valorisée en amont. Et que tout cela, en fait, demande un véritable travail au niveau des services, des organisations, des systèmes d'information pour avoir, en fait, ce premier pilier. Et que justement, en fait, dès lors que l'on va travailler sur l'IA, il y a vraiment, en fait, tout ce fondement en amont sur comment est-ce qu'on a déjà été en mesure de simplifier les systèmes d'information, d'accompagner les administrations, les différents services, sur leur montant en compétences numériques et sur la capacité justement à structurer ces différents jeux de données.
Et donc, en fait, ce socle, c'est souvent, entre guillemets, l'angle mort du débat sur l'IA, dans la mesure, en fait, on parle très vite des différents cas d'usage, on va dire des différents objets, en fait, sur lesquels on peut s'engager, mais on parle assez rarement, justement, en fait, de ce socle assez fondamental pour la territoriale, mais même pour l'acteur public de manière plus générale. Et donc, depuis quelques années, on a justement de nombreuses politiques publiques qui sont engagées de manière assez structurelle sur à la fois la partie open data, mais aussi sur la question des territoires connectés et durables. On a de nombreux rapports qui ont été produits par la Banque des Territoires, par la DGE sur le sujet. Et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre en fait, qu'on est sur un mouvement de fond qu'il faut continuer à appuyer et à développer pour justement qu'il puisse servir de socle pour ce qui pourra suivre derrière en matière d'IA. Donc, comment est-ce que l'IA s'intègre? Ce qui est important de se dire, c'est un peu ces principaux repères en termes de quelles sont les grandes fonctions, mais également comment est-ce que progressivement l'IA va occuper une place importante dans des champs qui ont un intérêt à la fois pour le citoyen, pour l'administration et pour la politique publique en tant que telle. Et ça, c'est également des éléments que l'on retrouve dans, on va dire, de nombreux propos également venus du Premier ministre, qui portent justement sur la question du rapport aux citoyens, la question également de la gestion des politiques publiques en tant que telles, et puis sur la performance d'administration et comment est-ce qu'elle arrive à traiter de plus grandes quantités de données de manière beaucoup plus rapide, performante et qualitative. Le second volet, c'est bien évidemment par rapport à toutes les compétences traditionnelles des municipalités, que ce soit par rapport à la question de l'eau, des mobilités, de l'énergie, de l'infrastructure. Ces compétences qui vont être également progressivement impactées par l'IA, que ce soit par rapport à la partie analyse de données, le volet prédictif, le volet également appui à la décision. Et donc, en fait, in fine, beaucoup de champs techniques, socio-techniques, sur lesquels on a également un impact progressif de l'IA. Le troisième pan, en fait, c'est que dès lors qu'on a justement cette réflexion sur les grandes fonctions de l'action publique, mais également ces compétences traditionnelles qui vont évoluer, en fait, in fine, une stratégie à développer. Et quand on parle de stratégie, on parle justement d'un travail de fond qui est mené avec les agents publics, qui est mené avec les différents partenaires de l'écosystème, qui est également mené en concertation avec les citoyens pour saisir quels sont justement les premiers cas d'usage, les premiers volets qui auront une pertinence pour la collectivité, pour l'acteur public, mais plus généralement, quelle est la feuille de route qui va être construite pour appuyer, accompagner cette IA au niveau de l'acteur. Et puis le dernier volet, et c'est en effet un point assez fondamental sur lequel il y a eu beaucoup de craintes, de critiques et de débats, on va dire, assez intenses récemment, sur la question justement du management, des carrières, des compétences, et en fait justement comment est-ce qu'on arrive à accompagner les personnes qui seront impactées par ces différentes IA, que ce soit dans leur quotidien, par rapport à leur métier, par rapport à leur pratique, mais également par rapport à leurs relations, à leurs fonctions, par rapport à leurs relations, à leur mission. Et donc il y a un vrai travail de médiation, d'accompagnement, de formation pour rassurer ces acteurs et aussi pour leur montrer la valeur ajoutée de ce qui peut être de ce qui peut leur être apporté. Lorsqu'on parle de cas d'usage inspirants, j'ai voulu justement sélectionner 4, mais je vais uniquement en illustrer 2 avant de passer la parole aux 2 prochains intervenants. Donc aujourd'hui, justement, il y a différents enjeux sur lesquels on voit l'IA se développer. Je vais uniquement illustrer 2 volets, le premier sur la partie risque sanitaire et la seconde sur la partie accompagnement des citoyens. On a également d'autres cas d'usage qui portent sur les véhicules autonomes. On parlera également un peu plus tard voilà, des questions spécifiques aux voiries. Mais là, j'ai vraiment essayé de faire ce focus pour vous montrer comment est-ce que les analyses prédictives, comment différentes solutions permettent justement de mieux saisir les impacts de certains phénomènes physiques sur le territoire ou comment est-ce que justement on est en mesure de mieux accompagner le citoyen. Donc, sur la partie risque sanitaire, ici, l'idée, c'est vraiment de vous montrer en fait comment est-ce qu'aujourd'hui différents logiciels, et notamment ceux portés par nos systèmes, sont en mesure en fait d'accompagner les élus dans leur capacité à illustrer des risques. Et donc là, on est vraiment sur la question spécifique de la qualité de l'air par rapport à de l'intégration de données liées aux flux de mobilité. Donc justement, dès lors qu'on a des éléments sur l'aérodynamique, sur les flux de mobilité, sur les différents polluants, on est en mesure de manière assez fine et précise de savoir quelles sont les parties du territoire qui seront impactées par des polluants et donc avoir des politiques publiques davantage proactives, davantage prédictives sur la manière d'accompagner le territoire, en tout cas de réduire ces risques. Le second volet sur la partie citoyenne, c'est une IA en fait, qui est déjà déployée au nutrition, c'est l'IA Albert, vous avez peut-être entendu parler, qui a été notamment développée par la DINUM et qui a justement pour but d'accompagner les agents publics dans le cadre de leurs fonctions au quotidien. Et donc, il y a tout un travail qui a été mené sur la capacité à les appuyer dans le cadre de la production automatique de réponses, dans le cadre également du traitement de données, de la réduction du temps de travail, mais également du coup de la qualité supérieure de l'expérience citoyenne, dans la mesure où justement les réponses se font de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise, et les agents ont donc beaucoup plus de temps à libérer pour d'autres activités, ou en tout cas peuvent accroître
leur performance, ou en tout cas leur capacité à interagir avec un nombre croissant de citoyens. Donc Albert, c'est typiquement une solution qui a été développée cette année, enfin déployée cette année, et qui montre comment est-ce que justement l'IA impacte concrètement l'action publique et comment est-ce que justement elle aide les agents publics dans le cadre de leur mission. Donc pour conclure par rapport à ces différents éléments, je pense qu'il y a justement 5 messages clés à retenir. Le premier, c'est ce travail de fond, comme je l'avais mentionné, sur les questions d'organisation et de stratégie de la donnée. Dans la mesure où, en effet, dès lors que l'on va avoir une stratégie IA, il faut déjà avoir une certaine, en tout cas un certain engagement en termes de transformation numérique. Il faut également avoir une certaine réflexion sur la stratégie de la donnée menée par l'acteur en question et avoir fait un travail préalable avec différents socles, différents principes, différents cadres qui sont installés, mais également avoir une certaine transparence et clarté sur la qualité de la donnée qui est déjà employée au niveau de l'acteur public en question. Ensuite, le fait que l'IA se prépare et ne se décrète pas. Ce point est extrêmement important parce que, comme on l'a dit, il y a des craintes, il y a également beaucoup de spéculations. Et donc, il faut réellement créer un espace de co-construction, un espace d'échange entre, comme on l'a indiqué, les acteurs publics, les agents, les usagers, mais également l'écosystème qui est concerné par ces solutions pour avoir justement un espace d'échange qui permet de construire une vision commune, mais également des cas d'usage à déployer. Ensuite, l'idée, justement, à travers cet échange, d'identifier ce que j'appelle des poches de performance ou des opportunités par rapport aux grandes fonctions traditionnelles, mais également par rapport aux compétences classiques, mais également par rapport à de nouveaux enjeux qui vont être progressivement révélés. Le point numéro 4 qui est également fondamental, et comme je l'avais indiqué par rapport à la question des carrières compétences, donc vraiment être en mesure d'accompagner, de former, de préparer, de sorte à faciliter l'adoption, ou en tout cas faciliter le déploiement progressif. Et puis, un point important qui est également une forme d'angle mort et qui est encore, on va dire, assez peu abordé, c'est la question de la fracture IA. Dans la mesure où depuis de nombreuses années, on parle de la fracture numérique au niveau des territoires, avec justement ces écarts entre territoires qui sont plus ou moins numérisés, en tout cas qui ont un niveau de service plus ou moins élevé. Il se peut en fait qu'on reproduise cela par rapport à l'IA. Et donc, il est important de comprendre que c'est à la fois un enjeu politique pour les municipalités, les acteurs publics de manière générale, qui, en s'en saisissant, vont gagner potentiellement en performance, en pertinence et en qualité, à la fois par rapport à leur politique publique, par rapport à leurs fonctions traditionnelles, mais également par rapport au rapport aux citoyens. Mais également, ce qui est important, et ça se dit de manière entre guillemets assez générale, c'est comment est-ce qu'on va être en mesure d'accompagner ces territoires dans cette transition IA, de sorte à ce qu'il n'y ait justement pas des territoires relégués, tout comme ce qu'on a pu voir par votre fracture numérique. Donc voilà, donc ces différents éléments, comme indiqué préalablement, ont pour but un peu de commencer à baliser l'échange par rapport à l'IA, mais également à vous mentionner un peu les pistes de réflexion, en tout cas les éléments clés à garder en tête dès lors que l'on parle de ce sujet. Et le but, voilà, est également du coup de préparer l'intervention de nos 2 prochains intervenants. Eh bien, merci beaucoup Ismaël pour cette petite mise en bouche. Et du coup, peut-être nous tourner vers la ville de Nevers pour en savoir justement un petit peu plus avec le témoignage d'un territoire. Monsieur Couturier? Par précaution, je coupe la vidéo pour avoir un meilleur flux. Je commence dès à présent. Merci à tous pour votre écoute. Merci Dalco, merci Vialytix aussi pour ce partage d'expérience suite à l'expérimentation que l'on a menée ensemble au travers de l'IA appliquée à la gestion de voirie pour la collectivité, la ville de Nevers, une ville qui se situe dans le département de la Nièvre. On a 34 000 habitants. Au niveau de l'aire urbaine, de l'intercommunalité, c'est à peu près 65 000 habitants. Évidemment, nous avons, comme toute collectivité, un patrimoine lié à la gestion de la voirie. Et je suis plus spécifiquement donc, en charge donc, des mobilités, du stationnement, de l'économie sociale et solidaire. Et je travaille sur les questions d'innovation et de numérique responsable. Alors, cela se traduit, vous le voyez, avec différents cas d'usage sur l'intelligence artificielle, notamment sur un périmètre intercommunal Nevers Agglomération, où nous avons illustré avec cette slide-là le fruit d'un travail de co-développement d'une application avec le groupe Lacroix sur la préservation de la ressource en eau, qui nous permet aujourd'hui, par de l'analyse prédictive des baisses de pression sur le réseau, notamment, mais avec d'autres aspects techniques que je ne détaillerai pas, permet d'anticiper en tout cas et de prédire certaines fuites du réseau et de faire du préventif, mais évidemment aussi du curatif, c'est toujours nécessaire pour préserver notre ressource en eau qui est de plus en plus importante. Et nous avons d'ailleurs même fait le choix de passer en régie récemment
un peu à notre grande surprise, mais c'était une volonté en tout cas de pouvoir à la fois garder en quelque sorte la main sur cette ressource et d'autre part en continuant à travailler avec des acteurs privés comme le groupe Lacroix pour nous aider à innover au travers de l'IA et des expérimentations. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Tout ça pour introduire aussi un engagement fort que l'on a au niveau du territoire, hein, comme beaucoup de villes médianes, mais aussi de métropoles ou de territoires départementaux, notamment ou régionaux, où la culture de l'innovation fait partie des politiques publiques de chaque acteur engagé. Et nous, en particulier, sur la question du numérique responsable, nous avons fait le choix de pouvoir, comme vous l'avez précisé en introduction, établir un socle de compétences commun par une montée en compétences des agents de la collectivité sur le référentiel numérique responsable. Nous avons déployé une stratégie territoire numérique responsable qui est étroitement liée au volet innovation, à la fois sur l'aspect développement économique, mais aussi dans les cas d'usage soit au service des citoyens, mais aussi pour la modernisation celle qui va vous être présentée avec ADN, j'ai envie de dire. Et pour le coup, donc la collectivité, la ville de Nevers, nous avons la charge avec un budget d'1 million d'euros à peu près pour chaque année de pouvoir gérer de manière optimum les voiries. Et auparavant, sans l'IA, c'était bien différent. Et maintenant, on va dire que ça change évidemment la donne dans la façon dont on travaille, élus et agents de la collectivité, pour justement faire en sorte que ce 1 million d'euros dédié à la rénovation de la voirie puisse être le mieux utilisé dans un principe aussi d'égalité pour les citoyens, puisque nous avons un traitement, on va dire, non pas basé sur l'arbitraire, mais grâce à l'IA, basé sur des éléments scientifiques et qui constitue finalement un point de neutralité non négligeable. Donc, c'est un enjeu, évidemment, l'optimisation du programme annuel de voirie, voilà, que je souhaitais mettre en avant dans cette slide-là. Et évidemment, aussi, de plus en plus, de travailler, et on le voit avec le numérique et l'IA de manière générale, de travailler en mode projet avec différentes directions au sein de la collectivité qui, progressivement, voilà, on va dire, endosse ce fonctionnement transversal où plusieurs services, plusieurs directions ont travaillé en mode projet. On a le laboratoire des projets et des innovations qui en est le parfait exemple et qui pilote notamment l'expérimentation avec Vialytics, où nous avons besoin de créer de la transversalité, de l'agilité, et l'IA permet aussi évidemment d'y répondre. Donc je remercie tout particulièrement Francesco, évidemment Vialytics, pour son implication au plus près des territoires, qui était présent au CIVIM. Alors, j'en ai pas parlé puisque voilà, c'est en introduction, mais vous l'avez vu, il y a des événements importants qui ont déjà eu lieu. Donc, le Sommet international de l'innovation en ville médiane, qui réunit des collectivités qui sont de taille médiane, moins de 100 000 habitants, pour traiter les questions de l'innovation. Et chaque année, en France ou au Québec, cette année au Québec, en octobre, nous avons un événement qui permet de pouvoir accélérer ces transferts d'expérience, de connaissances entre élus et agents d'une collectivité. Donc, je vous invite, au nom de Monsieur le maire, voilà, Denis Thuriot, qui est très sensible et qui est à l'origine aussi de ce sommet, avec le maire de Shawinigan au Québec, à ce salon. Et tout ça pour vous dire qu'effectivement, avec Francesco, nous nous sommes rencontrés au CIVIM et nous avons très rapidement travaillé avec Vialytics dès 2022 pour passer d'un programme, on va dire, externalisé qui était fait par un prestataire externe, actualisé tous les 4 ans, grosso modo, à une version très agile grâce à l'IA qui est actualisée beaucoup plus fréquemment. Donc, l'objectif, évidemment, pour partir sur quelque chose de factuel et avec une base scientifique et non sur l'arbitraire, nous avons équipé un véhicule de la collectivité avec un smartphone. Donc, c'était très agréable, en tout cas, de l'accompagnement qu'on a eu, très rapide et agile de Vialytics pour nous embarquer dans cette aventure, et que l'agent de la collectivité qui a parcouru la ville, les 170 km de voirie pour prendre en diagnostic du coup la voirie avec ce smartphone et un véhicule de la collectivité. Nous avons fait ça sur plusieurs jours, évidemment, avec des conditions d'ensoleillement qui sont idéales pour avoir les meilleures on va dire, prise de vidéo photo. Et nous avons du coup mis toutes ces données dans la machine, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, pour qu'elle puisse ensuite analyser les données
Et évidemment, la donnée dans ce cas de figure-là, elle est capitale, à la fois sur évidemment sa caractérisation. Donc l'intelligence artificielle permet cette caractérisation selon certains critères de dégradation de la voirie. Donc ça nous permet très facilement, quelques clics finalement, après avoir parcouru les rues de la ville, de pouvoir exporter des rapports selon certains critères qui nous permettent ensuite de faire une programmation pour l'année à venir ou sur plusieurs mois, voilà, des travaux de réflexion. Le programme de voirie, en gros, on l'actualise voilà, par rapport à ce diagnostic donc, qui nous a permis initialement voilà, de faire une première phase de diagnostic, de planification, de programmation. Et il y a d'autres modules qui nous permettent, au-delà de cette planification, aussi sur le SIG de Dialytics, hein, sur l'interface en mode SaaS qui est proposée, de pouvoir profiter d'autres fonctionnalités très pratiques pour les collègues agents de la collectivité qui vont du coup annexer, indexer sur ce référentiel, sur ce SIG, des événements. Par exemple, un panneau manquant, par exemple, des problématiques de signalétique verticale ou horizontale. Bref, on va avoir la possibilité avec l'interface très facilement de générer finalement des points d'information et ça permet aux équipes de s'organiser et de faciliter le traitement de certaines requêtes ou le suivi voilà, de certains travaux. Donc ça, c'est aussi une application très, très appréciée qui sort un peu du cadre de l'IA, mais en tout cas, on retrouve finalement dans cette interface la possibilité d'agir de manière très facile pour une personne qui a un peu l'habitude d'un smartphone, de pouvoir ensuite avoir la force de l'IA pour générer du coup cette analyse prédictive dans une certaine mesure, puisqu'on a des fréquences d'actualisation du diagnostic qui nous permet, du coup, contrairement à l'œil nu, de pouvoir anticiper des déformations qui s'accélèrent. Et la rue des Montaut, par exemple, en est le parfait exemple où visuellement aucune déformation, mais avec l'IA, du coup, on a pu détecter des déformations qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Et pour le coup, voilà, on a privilégié voilà, cet axe en particulier pour faire le programme de voirie parmi d'autres rues, évidemment. Mais tout ça nous montre l'importance de la science et de l'intelligence artificielle pour aider les élus, et en l'occurrence, la ville de Nevers. Merci Dialytics. Le retour d'expérience vu par les agents, vous pouvez le voir avec quelques qualificatifs. C'est important, j'ai envie de dire, de pouvoir créer un binôme, et vous le savez, agents de collectivité ou élus présents à ce webinaire, l'importance de créer une relation agile entre les décideurs, les élus et évidemment les agents de la collectivité. Donc, à minima 2 à 3 fois par an, on se retrouve pour faire un point d'avancement voilà, précis sur ce cas d'usage-là, avec un retour d'expérience, des points d'amélioration souhaités exprimés par les collaborateurs. Et naturellement, Dialytics est aussi là présent pour écouter et apporter des améliorations plus largement avec ces autres bénéficiaires, les autres collectivités qu'elle accompagne, pour nous aider aussi à prendre en compte d'autres indicateurs. Par exemple, j'illustrerai simplement une attente que l'on exprime aujourd'hui, qui n'est pas forcément simple à engager. On le sait, les départements, les intercommunalités ont des obligations au travers de leur plan climat, air et énergie territoriale, des engagements aussi sur la décarbonation par secteur d'activité, les mobilités en font partie, les immobilisations et la voirie en font partie évidemment. Et c'est pour cette raison que grâce à l'IA et ce cas d'usage-là, la ville de Nevers, nous faisons des bénéfices en quelque sorte de matière, puisque nous allons capitaliser voilà, sur cette IA pour utiliser de manière la plus adéquate possible le budget des 1 million d'euros pour, refaire la voirie. Et parfois, ça va être juste des rustines au bon moment, au bon endroit, qui va permettre d'allonger la durée de vie. Donc, c'est des économies d'argent, non négligeables évidemment, et de CO2 indirectement. Et donc, ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir aussi, par exemple, on l'a évoqué, Francesco, à quelques reprises, valoriser les tonnes équivalent CO2 qui seraient économisées de par cette action, cette innovation et à l'intelligence artificielle. Donc, ça fait écho évidemment à notre stratégie numérique responsable, aussi sur la thématique de l'économie circulaire. On a d'autres expérimentations. Par exemple, on expérimente sur certains revêtements de matériaux pour voir si leur tenue
elle est plus longue ou pas dans la durée de vie en fonction de certaines caractéristiques. On va pouvoir, grâce à Vialytics et son application, faire des essais, de voir comment ça se déforme. Et c'est aussi une aide précieuse par rapport à cela, peut-être un peu en mode on va expérimenter un nouveau matériau et on en tire un retour d'expérience avec une analyse critique par cette IA. Donc ça, c'est aussi, de mon point de vue, un élément très intéressant sur lequel on commence seulement. Voilà. On est vraiment sur une démarche un peu expérimentale sur ces matériaux-là. On veut aller beaucoup plus loin par la suite. En tout cas, on souhaite s'appuyer sur Vialytics et toutes les autres évolutions à venir. La question de la stratégie et de la data, de la donnée. Alors, nous, on a un socle commun qui se structure. On a identifié toutes les données qui étaient accessibles directement ou indirectement par la collectivité, dont Vialytics fait partie par l'application proposée. Nous avons des datas qui sont importantes, dont nous avons fait le choix de garder plutôt nous en interne au sein de la collectivité, mais on ne s'exclut pas peut-être la possibilité d'organiser des communications et un niveau de transparence de cette data pour la rendre accessible à tous les habitants de la ville ou lors de réunions de quartier, de pouvoir montrer l'interface et faciliter la compréhension des enjeux et du choix. Ben, oui, monsieur, madame, effectivement, ce ne sera pas votre rue, cette rue en priorité pour différentes raisons. Regardez les critères qu'on prend en compte et du coup, l'acceptation est beaucoup plus facile. Ça n'exclut pas le fait de pouvoir intervenir pour le monsieur et la dame peut-être l'année suivante. Mais c'est un outil assez puissant où il y a aussi dans le dialogue et la data, on va dire, la façon dont on peut la rendre transparente au plus près du territoire. C'est quelque chose qui nous anime et qui fait écho évidemment à notre stratégie et à nos actions de tous les jours. Voilà, donc j'ai été un peu rapide, mais je pense que le but étant de pouvoir échanger ou passer aux questions-réponses si vous le souhaitez. Eh bien, effectivement, merci beaucoup, Monsieur Couturier. Donc, comme je le disais dans les modules de discussion, Monsieur Couturier devra nous quitter avant la fin de cette webconférence. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Moi, j'ai reçu une petite question de Rémi Pingot concernant le mode SAS, SAAS. Et il nous dit, quid de la maîtrise à long terme des données historisées dans le cadre d'une stratégie de la donnée? Alors aujourd'hui, on a accès à un historique sur plusieurs mois, une année, je crois, de mémoire. Peut-être que Francesco clarifiera ce point-là. Ce qui sera intéressant, c'est exprimé par les agents de la collectivité. Ils souhaiteraient avoir, on va dire, accès à un historique beaucoup plus long, puisqu'on va poursuivre évidemment notre travail avec Dialytics et on souhaite peut-être aussi l'élargir au niveau de l'agglomération. Et du coup, tout l'historique de la donnée, effectivement, nécessite, en tout cas, à la fois sur la question de la protection des données, nécessite un traitement particulier. Et là, on souhaiterait évidemment le rattacher aussi peut-être à notre socle commun sur lequel on pourrait mettre certaines sécurités d'une part, mais après, stocker de la donnée pour de la donnée, ce n'est pas forcément, on va dire, très pertinent. Donc l'objectif est à clarifier. Je pense que c'est un vrai enjeu de pouvoir conserver certaines données, ne pas en conserver peut-être pour d'autres. Après, ces questionnements-là, aujourd'hui, on va dire, n'ont pas été jusqu'à leur terme de notre côté. Voilà, on constitue ce socle commun. Le mode SAS aujourd'hui ne nous permet pas de stocker la donnée directement sur notre architecture de territoire intelligent qui verra le jour là d'ici 1 an et demi. Mais quand ça sera le cas, on verra effectivement comment Vialytics, nous allons travailler ensemble pour nous permettre de conserver les données de manière plus agile, sécurisée, éthique. Et on le sait aussi sur la question de la cybersécurité. Voilà, il y a un enjeu important au regard du contexte que l'on connaît tous. Donc, c'est évidemment crucial de pouvoir anticiper les risques et faire ça intelligemment. Merci. Je ne sais pas si Francesco veut rajouter quelque chose. Alors, j'en parlerai rapidement dans ma présentation, mais je pense qu'effectivement, il y a un sujet sur le mode SaaS et comment effectivement pérenniser la donnée à travers à la fois notre intervention, notre engagement sur une mission qui a une durée, mais aussi comment faire une passation si effectivement il y a d'autres prestataires qui entrent en jeu ou il y a une intégration à faire sur la ville, etc. Je pense qu'il y a une question un peu hybride, c'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, la ville souhaite conserver de la donnée, mais il faut aussi être garant d'une certaine protection, notamment en cas de cyberattaque. Je pense notamment à la ville de Saint-Nazaire qui a eu une grosse cyberattaque
et qui a perdu pas mal de données parce qu'elle avait pas mal de données internes, elle était bien contente d'avoir aussi pas mal de modèles SaaS aussi en termes de prestataires. Donc, je pense que la réflexion, voilà, elle n'est pas aboutie et on va travailler, je pense, avec la ville de Nevers pour comprendre voilà, comment organiser cette passation, en tout cas au niveau de la donnée. Merci pour ces compliments, Francesco. Du coup, moi, j'avais encore d'autres petites questions, à commencer par celle de Carmen Milata. Comment le diagnostic peut-il avoir permis de connaître un état dégradé de voirie qui n'était a priori pas visible? Alors, comment cela a été fait en fait, hein? Le diagnostic, c'est ça la question? Non. Alors, la question est visiblement vraiment centrée sur le fait du diagnostic, mais comment est-ce qu'il a permis d'identifier un état dégradé de voirie qui, a priori, n'était pas visible? Hmm. En fait, c'est très simple. Bon, pour le coup, la rue des Monceaux, voilà, est pas très loin de chez moi, là où j'habite, hein. Je la pratique souvent et notamment en vélo. Et pour la petite histoire, évidemment, en fait, je savais pertinemment qu'il y avait des rues dans le quartier qui étaient vraiment dégradées, contrairement à celle-ci. Mais le facteur de fréquentation des poids lourds et des bus, en fait, euh, montrait des signes de fatigue de cette voirie qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. Et du coup, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi la solution Vialytix et l'IA, finalement, prioriser cette rue-là, cette voirie-là, alors que visuellement, je ne voyais pas de risque vraiment apparent. Et en fait, voilà, avec un regard plus attentif de toutes les captations et de l'analyse critique qui a été fait par l'IA, du coup, les services m'ont clairement dit, voilà, au regard de la temporalité entre le diagnostic qui a été fait il y a quelques mois et maintenant, on voit une évolution flagrante et il faudra effectivement anticiper et le traiter prioritairement. D'autant qu'il y a une fréquentation beaucoup plus importante de poids lourds. Donc voilà, c'est un aspect qui est peut-être, j'espère avoir pu répondre à cette question. En tout cas, c'est vrai que l'arbitraire est beaucoup moins pertinent que la science dans une certaine mesure, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu le retour que je voulais en faire. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, Carmen Milata vous remercie, donc sachez-le. Moi, j'enchaîne avec une question de David Gardette. Savez-vous si on peut aussi utiliser l'outil pour la gestion des ouvrages d'art? Et si oui, est-ce que vous connaissez des collectivités qui l'ont déjà mis en place? Donc là, c'est peut-être plus largement aussi, Francesco, une question pour vous, à savoir si d'autres collectivités l'ont utilisé pour le volet OA. Alors, spécifiquement sur les AI, je n'aurais pas voilà, un nom à vous donner dans ma valise, mais en tout cas, il y a des prestataires effectivement qui sont assez spécifiques hein, sur, je dirais, les analyses d'ouvrages d'art. Nous, on n'y est pas encore, mais en tout cas, voilà pour ma part. Merci. Et de Moi, votre moi, côté, monsieur Couturier, oui, moi, voilà. j'ai pas de. Alors, on n'a pas de cas d'usage, pardon, on n'a pas de cas d'usage précis sur les ouvrages d'art. Mais après, sur les ponts, par exemple, ou sur certains aménagements particuliers, bon, à partir du moment où on peut passer sur l'ouvrage en voiture avec du coup l'application et le smartphone, tout est possible, j'ai envie de dire. Mais si on est sur un ouvrage type cathédrale ou autre, je ne pense pas que ça soit possible en l'état. Mais bon, en tout cas, tant que ça concerne la voirie, c'est possible. Et j'ai oublié d'en parler, mais je voulais quand même faire la promotion, j'en profite, des premières assises nationales de l'éthique du numérique qui auront lieu le 9, 10 et 11 avril à Nevers. Et c'est un événement organisé par l'Observatoire de l'éthique publique qui traitera de la question de l'IA et de comment la réglementation pourrait évoluer. Donc, il y a 250 chercheurs qui vont venir pendant 3 jours plancher avec des élus, des décideurs sur ces sujets dans l'objectif de produire un rapport sur peut-être une régulation de l'IA pour, on va dire, être en cohérence avec la stratégie européenne sur euh, le numérique et la protection des données et tous les enjeux de sécurité qu'on peut connaître de près ou de loin. Merci. Donc, on vous y croisera. Alors, j'avais encore une question, cette fois-ci de Guillaume Maché, qui nous vient de la communauté urbaine d'Arras. Il demande donc, l'acquisition peut-elle être réalisée grâce à des camions de collecte de déchets? Donc, il précise arrêt fréquent et angle de vue. Francesco, je te laisse. Ouais, je pense que... Ouais, là, je vais prendre la question. Alors, effectivement, c'est un sujet très intéressant et que j'aime beaucoup parce que ça s'appelle un petit peu mutualiser
on va dire des cas d'usage avec d'autres missions existantes au sein d'une collectivité, type effectivement la campagne des collectes des déchets, mais il y a d'autres campagnes aussi qui peuvent être des bons candidats. Alors nous, on l'a déjà fait sur certaines communes. On l'a notamment aussi expérimenté avec une région qui avait la compétence sur les déchets. C'est effectivement, ça peut fonctionner. Après, il y a aussi un paramétrage à faire sur le nombre de jours et la fréquence qu'on souhaite amener, parce que généralement, voilà, la fréquence des camions de poubelles vont passer assez souvent, de manière assez toutes les semaines. Et puis ensuite, c'est une solution qui fonctionne quand il y a un bon temps, ou en tout cas quand les routes ne sont pas humides. Ce qui fait que si la donnée est analysée par temps de pluie, par exemple, elles ne seront pas accessibles. Donc il y a un paramétrage à faire en amont, mais c'est effectivement des solutions qui sont envisagées. On a aussi exploré des solutions avec les passages de voitures qui contrôlent les parkings, justement, qui utilisent d'ailleurs aussi Léa. Et là, voilà, c'est des solutions qu'on essaie d'exploiter pour mutualiser. Je pense que ça a du sens d'ailleurs, notamment pour des grandes municipalités qui souhaitent justement un petit peu centraliser ce genre de cas d'usage. Mais c'est pas la majorité de nos utilisateurs ne font pas comme ça. Voilà, juste pour peut-être donner une réponse un petit peu plus transparente sur le sujet. Merci beaucoup, Francesco. Écoutez, peut-être qu'on peut vous libérer, Monsieur Couturier. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre témoignage. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à nous tenir informés des avancées vous concernant. Et puis, si nous avions d'autres questions de la part des participants, je me ferai un plaisir de vous les transmettre. Au revoir. Du coup, juste peut-être avant de poursuivre, Francesco, donc j'avais aussi une petite question, mais qui est peut-être plutôt une demande de confirmation de la part de David Grandcir. Il précise qu'il faut donc avoir des données de trafic obligatoirement. Alors nous, en ce qui concerne notre travail, non. Mais je pense que pour une ville, pour mener à bien, ou une collectivité, mener à bien une mission de gestion routière, il faut effectivement inclure un certain critère de trafic, notamment de passage de poids lourds, pour justement prioriser au mieux les reprises à reprendre sur un patrimoine routier. C'est très clair. Écoutez, merci beaucoup. J'avais aussi une petite question, mais je pense que vous allez peut-être l'aborder après. Une petite question de Luc qui voudrait savoir quel est le coût de cet outil ramené au kilomètre. Alors, je pense que j'ai peut-être abordé sur ma présentation, comme je vois que quasiment toutes les questions là, vers la fin sont sur Vialytix. Oui. Peut-être qu'on Écoute, va. Je vous propose de continuer. Alicia, qu'est-ce que vous en pensez? voilà, je pense que vaut mieux continuer, puis je vous laisse la main peut-être pour revenir sur l'IA au service de la Ok. gestion routière. Et comme ça va apporter des réponses à nos participants. Parfait. Je vous remercie. Et bonjour à tous. Merci en tout cas à Idealco aussi pour l'organisation. Et merci aux participants aussi. Je vois que vous êtes nombreux. J'ai vu une centaine. Donc merci de votre participation et de votre écoute. Alors, donc du coup, effectivement, je suis responsable de Vialytix sur le marché français. Et avant d'introduire un petit peu le projet qu'on mène au sein du territoire, j'aimerais commencer par une petite devinette, en quelque sorte. Voilà, vous avez une image d'une ville en face de vous. J'aimerais qu'on me dise voilà, si les participants savent de quelle ville il s'agit. Vous pouvez le mettre en réponse dans le chat. Je vais peut-être vous donner un petit indice, ce n'est pas en France, mais c'est en Europe. Alors, on me dit Espagne, Pays-Bas. Qui dit mieux? Norvège. Ah, j'ai 2 pour la Norvège. On se rapproche. Alors, j'ai 2 Pays-Bas, 2 Norvège. Écoutez, on se rapproche. J'ai peut-être arrêté le suspense, mais effectivement, alors on est bien sur des pays nordiques. C'est la ville de Malmö, qui est, pour ceux qui ne savent pas où elle se situe, c'est en Suède. C'est la 3e plus grosse ville de la Suède. Et pourquoi je vous parle de Malmö? Parce que je me suis renseigné, c'est une des villes qui a apparemment les plus belles infrastructures routières en Europe, voire du monde, à la fois en termes de qualité d'infrastructure, mais aussi en termes d'usage. C'est-à-dire qu'on a une parfaite cohabitation en quelque sorte avec des modes doux, type cycliste, piéton, et aussi des voitures qui se baladent autour de la ville sans trafic, de manière apaisée, etc.
Et pour moi, ça, c'est un petit peu l'idéal d'une bonne gestion routière. C'est de pouvoir à la fois avoir des routes de qualité, mais aussi de s'assurer que le mouvement, la fluidité à travers la ville se passe bien, à la fois pour y rentrer, mais pour y sortir. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on doit penser à plusieurs aspects sur une gestion routière, que ce soit sur l'aménagement urbain, donc de bien planifier comment on va mettre en place un schéma directeur routier ou un plan vélo au sein d'une ville. De penser évidemment à la sécurité routière, qui est au cœur des enjeux. On veut tous se sentir à l'aise dans une ville où on s'y sent en sécurité. J'ai mis notamment en photo quelque chose d'intéressant que le département du Nord a expérimenté, qui était le passage piéton trompe-l'œil. Je trouvais l'idée intéressante, effectivement, pour en fait une route de passage où il y a souvent des gens qui ne sont pas d'ici, qui passent par la route. Et puis d'autres éléments qui pour moi sont très importants, c'est les usages. Donc comment on va utiliser ces infrastructures. Forcément, si c'est à fort trafic, il y a des politiques d'entretien qui vont être différentes. Il y a aussi des gros débats en ce moment sur est-ce qu'on garde les voitures dans le centre-ville ou pas. Et forcément, ça va impacter des politiques d'entretien. Et puis, le maillon de la chaîne, ce qui est important, c'est aussi l'entretien de ces infrastructures. Et là, on a un tas de techniques, de méthodes pour effectivement mettre à niveau les infrastructures sur le long terme. Et c'est sur cette partie, en tout cas, que j'aimerais approfondir dans mes slides, sur la partie de la gestion routière, avec effectivement des outils comme l'IA qui peuvent faciliter la mission d'un gestionnaire de patrimoine. Alors du coup, pour la petite histoire, on va premièrement voir un petit point sur le contexte du patrimoine français et de voir un petit peu pourquoi on en vient à se proposer sur le projet Vialytics. On va ensuite partir sur qu'est-ce que le projet Vialytics, qu'est-ce qu'on propose comme solution et plutôt quel cas pratique on peut voir à travers des collectivités qui aujourd'hui ont déployé notre système. Et vous faire une mini démo un petit peu de la plateforme pour voir de quoi il s'agit, avant de passer la main à mon homologue de Cortexer. Alors, au niveau de l'état des routes, la première chose à dire, c'est que l'état des routes, il est un peu catastrophique. Voilà, et pas seulement en France, c'est d'ailleurs une problématique mondiale, mais c'est un débat notamment qui a été relancé avec l'A13. Je suis sûr que tout le monde a été un petit peu pollué par ces news ces dernières semaines sur effectivement une route qui a été arrêtée. Il ne s'agissait pas forcément d'état de la route, mais ce qui est important, c'est que ça a remis en lumière, en tout cas, l'état des routes, qui est de plus en plus fragilisé, qui demande de plus en plus de coûts à entretenir. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des lourdes conséquences économiques quand on doit arrêter un réseau type l'A13 qui ne peut plus fonctionner pendant des semaines. Il y a une deuxième problématique aussi sur l'usage de la route, c'est la mobilité douce. Alors c'est une bonne chose, effectivement, parce que ça répond à une crise climatique, mais ça demande aussi un nouveau regard à apporter sur l'entretien routier, qui peut-être apporte un nouvel enjeu de sécurité. Parce que de plus en plus, ces modes doux sont partagés souvent avec la voirie. Et puis forcément, un nid de poule qui était peut-être inoffensif pour une voiture le devient pour un cycliste. Ensuite, une autre problématique qui vient un petit peu s'insérer dans cette tendance, c'est la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur public, qui est là et qui va continuer dans les années à venir. C'est-à-dire que de moins en moins, on aura de capacité dans les villes pour pouvoir gérer les compétences qui sont aujourd'hui allouées aux collectivités. Et puis concernant la question routière et de l'entretien, on a notamment cette fameuse dette grise qu'on appelle la dette cachée de l'inaction, qui veut tout simplement dire que si on n'investit pas dans la reprise d'un réseau, ça nous coûte cher. Ça coûte même 4 fois plus cher si on attend qu'une dégradation se dégrade au point où on est obligé de reprendre une route. Et ça, c'est notamment l'e-Dream qui parle de ça, notamment qui a été annoncé dans une des rencontres des gestionnaires la rencontre nationale des gestionnaires de patrimoine qui a eu lieu et qui, d'ailleurs, je crois que vous organisez, DEALCO. Et voilà, donc c'est une mention importante, la dette grise, et on essaye effectivement de comprendre collectivement comment on peut essayer de réparer cette dette et de pouvoir agir au bon moment, au bon endroit.
Donc voilà, donc pour résumer, on fait face à plusieurs problématiques, à la fois voilà, des entretiens qui coûtent cher, on a moins en moins de personnes qui sont là pour réparer les routes, et puis gérer des méthodes qui sont plutôt archaïques au niveau voilà, de l'entretien routier, qui ont besoin d'être renouvelées et mieux adaptées en tout cas à ce contexte. Et c'est dans là où Vialytics souhaite s'insérer, hein, et de parler de gestion routière. Gestion routière intelligente pour effectivement essayer d'armer en quelque sorte les gestionnaires à mieux entretenir le réseau. Donc ici, vous voyez notamment une image qui, je pense, décrit bien un petit peu ce qu'on souhaite faire au sein de Vialytics, hein, c'est de pouvoir dématérialiser en quelque sorte cette mission et d'apporter une empreinte à la fois numérique à l'aide de l'intelligence artificielle sur des données fiables qui vont permettre de mieux gérer un réseau routier. Alors concrètement, de quoi on parle, hein, sur Vialytics, on est un outil clé en main qui se découpe en 3 étapes. Donc il y a une première étape, c'est une étape terrain, voilà, ce qu'on appelle la collecte de données, hein, qui est faite avec un smartphone. La deuxième étape, c'est l'étape d'analyse, où là, effectivement, on déploie l'intelligence artificielle pour analyser l'état des routes. Et puis une troisième étape qui met en valeur le résultat sur une plateforme qui permet voilà, de voir de manière assez ergonomique un code couleur le résultat de l'état des routes, mais aussi de l'exploiter. Donc, c'est vraiment un peu dans le détail de chacune des étapes. Donc, l'étape numéro 1, on parle vraiment d'un recueillement terrain qui est fait automatiquement, c'est-à-dire qu'on a juste à circuler sur la voirie et effectivement, on va voilà, automatiquement parcourir le réseau et avoir voilà, une prise d'image qui est faite. Et effectivement, ça peut être à la fois fait, il y a une très bonne question qui a été posée, hein, à la fois fait par l'agent de la collectivité, si on a la capacité, ou alors être mutualisé par différents types de véhicules qui passent par ce parcours. Il y a effectivement la collecte des déchets, il y a peut-être les postiers, mais il y a aussi effectivement d'autres véhicules qui peuvent passer par le réseau. On a notamment eu des expérimentations avec Engie, qui ont effectivement des véhicules qui passent partout en France. Il y a aussi des véhicules de parking qui vont essayer effectivement de détecter les parkings non payés. Et tout ça peut être mutualisé pour effectivement être aussi utilisé dans le cadre de la mission, en tout cas de l'état du réseau. Ensuite, sur la collecte des données, elle peut, en tout cas sur Vialytics, elle est assez flexible. Elle peut être faite à la fois en voiture, à vélo, mais aussi à pied. Donc voilà, on permet une grande flexibilité, notamment quand les agents de la collectivité décident d'utiliser eux-mêmes le système. En étape 2, au niveau de la solution, on parle effectivement de l'analyse automatique qui est réalisée par l'intelligence artificielle. Donc ici, vous voyez sur la vidéo, on a voilà, une détection d'un catalogue de dommages qui va être pris en compte, ainsi que la signalisation. Et puis, on retrace une gravité qui va être mise en avant sur une plateforme. Et donc ici, voilà, j'en viens à l'étape 3, avec une plateforme web qui met en avant un résultat avec un code couleur et la possibilité d'avoir une vue très précise et très fine de la voirie au point par point, avec une image prise tous les 4 mètres. Voilà, donc je vais revenir avec une petite démo. Un autre point aussi que je voulais ajouter, c'est que là, on travaille, on a un petit peu évolué, en tout cas, les usages aussi de notre projet, à pouvoir aussi centraliser ce qu'on appelle des signalisations un petit peu au quotidien que les agents peuvent faire et de partager en fait une application Vialytics To Do qui pourrait être téléchargée en tout cas sur tous les types de smartphones pour enrichir en quelque sorte les actions faites sur le territoire pour voilà, signaler des perturbations sur le cadre de vie, que ce soit des éléments routiers, mais aussi des éléments d'équipement, d'aménagement urbain, etc. Donc voilà, donc ça vient compléter un petit peu notre offre, qui est aujourd'hui, en tout cas, engagée sur plusieurs collectivités. Au niveau de ce qu'on propose, hein, l'idée, le positionnement qu'on a pris, c'est de ne pas être simplement un outil d'évaluation, hein, de diagnostic, en quelque sorte, mais c'est de pouvoir faire vivre une gestion routière dans le temps, avec effectivement un kit Vialytics qui serait pris et maîtrisé par une collectivité, qui va pouvoir définir, comme disait M. Couturier, avec la ville de Nevers, définir en fait ces fréquences de passage pour faire vivre un petit peu l'analyse et mieux affiner une programmation et de reprise de travaux. Voilà, donc c'est un peu là-dessus qu'on se positionne et l'idée c'est d'apporter vraiment une valeur ajoutée sur tout ce cycle qui soit à la fois des valeurs ajoutées d'économie de temps et d'argent, hein, sur gérer le mode de fonctionnement, le mode opératoire d'aller automatiquement sur le terrain
et d'avoir une analyse automatique, mais aussi gérer des avantages indirects comme la valeur juridique, parce que toute donnée est historisée et horodatée. On a aussi à travailler sur un outil ergonomique qui va permettre l'aide à la décision. Monsieur Couturier parlait justement de la relation binôme entre un agent et des élus. C'est une relation qui n'est pas toujours évidente. Et effectivement, d'avoir des supports de communication qui peuvent nous aider là-dedans va faciliter des engagements et gérer des actions auprès des collectivités. Ensuite, quelque chose à ne pas négliger au sein de notre projet, c'est l'accompagnement, qui est une clé, en tout cas dans notre réussite, parce que l'adoption, sans adoption, en tout cas des agents ou d'une collectivité, une technologie va rester une simple technologie. L'idée, c'est de pouvoir s'assurer, surtout quand on parle d'IA ou de transformation numérique, c'est d'accompagner ce changement. Pour certaines villes, c'est peut-être, comme disait M. Couturier, assez, il y a une maturité telle que c'est des sujets qui sont déjà bien ancrés, mais pour d'autres, il y a un vrai accompagnement à apporter pour s'assurer qu'on utilise le système et on a la plus-value souhaitée. Et donc, on essaie vraiment de structurer cette approche aussi pour déployer notre solution. Ensuite, je voulais parler de quelques cas d'usage rapidement, à travers un petit peu les échos de nos collectivités. Le premier, ce serait parler un petit peu de maintenance préventive et comment, effectivement, typiquement une petite ville comme Mutzig en Alsace ou GPSO dans la couronne parisienne va utiliser l'outil à des fins de maintenance préventive et de voir un petit peu comment le réseau a évolué dans le temps. Donc là, typiquement, vous voyez en image l'analyse faite par l'AI avant et après les travaux. Donc avant, on voyait effectivement que la photo, l'AI a détecté des nids de poules et que la note était rouge, et qu'ensuite, après travaux, la note était verte. Ce qui est intéressant ici, c'est que non seulement ici, on peut communiquer les travaux qui ont été accomplis et voir effectivement que on a pu être sur un meilleur niveau d'état de la voirie, mais on peut aussi, sur un autre passage, analyser la performance de cet investissement. Et si effectivement on voit que les nids de poules n'ont pas tenu, on peut effectivement affiner notre programmation et réviser certaines stratégies routières qu'on avait mis en place. Ensuite, M. Couturier en a parlé un petit peu, mais la neutralité, l'objectivité de l'IA, c'est pour moi peut-être un des plus gros avantages qu'offre cette technologie, c'est de pouvoir être objectif. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas de l'avis de Mme Michu ou de M. Dupont, on est sur un avis objectif, on est sur la même base. Et cette même base va permettre aux collectivités de comparer une donnée avec les élus, avec les agents et de réunir tout le monde à la même table pour justement prendre des bonnes stratégies sur les reprises routières. Et donc ça, c'est effectivement, je pense, un point central, en tout cas, de décision pour ce genre de système. Ensuite, il y a l'optimisation des interventions, notamment avec la possibilité de proposer et estimer des reprises de travaux qui sont directement faits par la plateforme. C'est-à-dire que là, on essaie vraiment de faciliter jusqu'au bout le processus avec des programmations qui sont déjà chiffrées et qui sont à affiner en fonction de chaque collectivité. Encore une fois, ici, tout est paramétrable en fonction du contexte de chaque collectivité et c'est ce qu'on souhaite en tout cas faire avec notre outil. Alors, le schéma directeur, j'en ai parlé, effectivement. Donc, on peut réaliser aussi l'analyse routière qu'on vous avez vu avec le système Dialytics sur les pistes cyclables qui permettrait d'analyser tout type d'aménagement propre ou même bande cyclable. Et puis, un dernier point important à aborder, et on en a parlé en question, c'était sur l'intégration des données. Et effectivement, donc, on travaille aussi avec des départements qui ont souvent des réseaux beaucoup plus vastes que des réseaux villes. Et il y a une grosse question sur l'interopérabilité des données et comment on va intégrer ces données sur leur système parce qu'ils ont une vraie politique de programmation routière qui va dépendre de plusieurs facteurs, pas seulement de l'état des routes. Et il y a une vraie question, il y a un vrai enjeu effectivement de pouvoir transférer cette donnée pour qu'elle soit effectivement lue sous différents prismes. Voilà, alors je vais peut-être faire une démo très très rapide parce que je vois que le temps file. Et alors, pendant que vous partagez votre écran, petite question de Rémi Pingot, quelle vitesse max pour la captation? Alors, la vitesse max aujourd'hui, en tout cas pour notre système, on est sur une vitesse d'à peu près entre 60 et 70 km/h, mais qui d'année en année progresse. Pourquoi? Parce qu'on est dépendant de l'iPhone qu'on utilise aujourd'hui pour la prise de photos. Et chaque année, effectivement, la qualité de photo en mouvement
se perfectionne. Donc, en quelque sorte, on pourrait imaginer que dans les prochaines années, on aurait moins de limitations là-dessus, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est notre recommandation de respecter cette vitesse-là. Merci, je vous laisse poursuivre avec le partage. Super. Alors, donc là, normalement, vous devrez voir la plateforme Vialytics sur lequel voilà, on met en avant le résultat. Donc là, typiquement, je vais vous montrer un cas un peu spécifique. Bon, c'est une ville où j'habite, donc forcément, voilà, je suis content de vous la montrer, mais il y a à la fois des routes communales, mais aussi des routes départementales. Donc, il y a un beau mix ici. Donc là, ce que vous voyez, c'est déjà les routes coloriées. Hein, c'est celles qui ont été cartographiées sur le terrain. Donc voilà, on analyse qui traduit un code couleur qui va du vert au rouge pour indiquer l'état du réseau. On a une vue macro que vous voyez ici, et quand je vais zoomer, on va avoir aussi une vue micro au point par point, le point correspondant à la photo prise tous les 4 mètres. Là, par exemple, tout est au vert, rien à signaler. Ce qui est intéressant, c'est que chaque point ici est géolocalisé et horodaté, hein, ce qui vous permet vraiment d'avoir une analyse très fine, tronçon par tronçon, de votre territoire. Ensuite, au niveau des filtres, hein, il y a pas mal de choses qui vous permettent d'exploiter le résultat, que ce soit par état des routes. Hein. Donc là, on peut un petit peu se focaliser sur les tronçons les plus rouges. On peut aussi regarder par type d'intervention, par exemple bouchage de nid de poule, et aller au point par point voir où il y a des nids de poule. Typiquement ici, je vais vous montrer des cas assez gros qui sont sûrement dus à des travaux. Et puis, même par exemple, aller sur un filtre de renouvellement complet. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vous proposer justement une liste de tronçons à reprendre avec la possibilité d'intégrer des critères d'intervention, donc typiquement entretien en courant, bouchage de nid de poule ou enrobé coulé à froid, par exemple, et qui va proposer des estimations qui seront paramétrées par vous. On a même rajouté un critère qui est assez intéressant parce que M. Couturier en parlait, hein, et maintenant il y a de plus en plus d'engagement écologique hein, au sein des collectivités, et notamment de maintenance décarbonée. Et on a même rajouté des critères justement pour essayer de guider un petit peu les collectivités sur la gestion, par exemple, quelle reprise serait bas ou à forte empreinte carbone. Et puis, une dernière petite chose, c'est au niveau des tâches. Donc, c'est quelque chose que j'ai mentionné avec l'application To-Do, qui permet en fait de faire des signalements sur le cadre de vie et pas seulement sur effectivement la vie du patrimoine routier. Donc là, on a la possibilité d'à la fois de générer pas mal de tâches et de suivre un petit peu si on a résolu une tâche ou pas sur un territoire. On peut l'assigner à quelqu'un, etc. Et on peut aussi effectivement avoir un document comme pièce légale si effectivement on souhaite, on doit effectivement avoir un conflit de main courante au sein d'un territoire. Alors, au niveau de Vialytics, je voulais juste donner quelques chiffres sur notre histoire et où on en est au niveau de notre développement. Donc aujourd'hui, je suis fier de dire qu'on a l'honneur d'être déployé sur une centaine de collectivités en France, que ce soit effectivement des villes, mais aussi des départements, des agglomérations. Il y a différents cas d'usage, en tout cas au niveau des gestionnaires. On a été référencé UGAP et CEREMA, ce qui nous a permis beaucoup de développer assez rapidement, à la fois en proposant, je dirais, une contractualisation simple avec les communes, mais aussi de pouvoir s'épauler du CEREMA, qui nous a beaucoup guidés sur la partie notation et la partie méthode au niveau de notre solution. Et enfin, comme je suis un fan de fromage, j'aimerais terminer par une petite boutade. Donc, sur l'image de gauche, excusez-moi, je vous présente l'état des routes actuelles en France et l'image de droite, l'état auquel on aimerait bien aller, donc l'état futur hein, de la ville de demain. Et c'est assez marrant parce que cette image, en fait, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une image de la ville de demain qui utilise de l'AI et des routes, et voici un petit peu ce qui est tombé. Mais ce qui est intéressant, et j'aimerais finir là-dessus, c'est notamment, on voit sur la photo des véhicules autonomes. Et c'est effectivement un avenir qui semble lointain, mais pas tellement, et qui va sûrement arriver dans les prochaines décennies. Et ce qui est sûr, c'est que l'entretien des routes sera un enjeu capital pour ce genre de technologie. Parce que la simple fissure, dégradation, ne pourra pas permettre une circulation fluide de ces types d'engins. Et pour la petite histoire, c'est la jeunesse de Vialytics. C'est comme ça que ça s'est créé, le concept de Vialytics. C'est de pouvoir en fait fournir des routes dans un état exemplaire pour justement accueillir ce genre de technologie.
Voilà, merci à tous pour votre écoute. Et puis, je repasse la main à Alicia. Eh bien, merci Francesco pour cette présentation et cette belle dernière image, parce que moi aussi, je suis une fan de fromage. Donc voilà. Donc j'avais effectivement reçu des petites questions avant de passer la main à Andreas. Donc j'avais déjà une question de monsieur ou madame Bezombe. Quel est le délai d'intervention après votre passage? Alors, le délai d'intervention après le passage, peut-être qu'elle réfère à le temps que ça prend à être analysé, c'est ça? Parce qu'effectivement, nous, il y a aucune Je intervention qui est pense. nécessaire, en tout cas humaine, parce qu'effectivement, quand la collectivité va passer autour d'une ville, voilà, le résultat peut être disponible dès demain sur la plateforme pour voir effectivement les données. Alors, effectivement, le temps d'analyse va dépendre de la taille du réseau. Pour les départements, c'est forcément un petit peu plus long parce qu'on a beaucoup plus de réseaux. Mais en tout cas, grosso modo, voilà, c'est à peu près une question de jour. Ok, donc elle ou il, désolé, vient de confirmer en disant que oui, effectivement, c'était bien ça la question. Merci. Alors, question cette fois-ci de monsieur Hassen. Est-ce qu'on peut repérer les défauts par PR et route? Effectivement, c'est une très bonne question. Alors, j'imagine que derrière cette question, on a un département, parce que c'est souvent des questions sensibles à ce genre de territoire. Alors, oui, effectivement, on a. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début de Dialytics, on ne le faisait pas. Et on a progressivement évolué sur ce sujet parce qu'on a travaillé, on a eu de la chance de travailler avec des départements pour déployer le système et ils nous ont beaucoup épaulé sur la pertinence des PR et de l'analyse PR. Et aujourd'hui, effectivement, on a cette possibilité d'avoir le filtre PR, notamment PR plus abscisse, qui permet effectivement de décliner notre résultat à travers en fait un système routier très ancien, très ancestral même, mais qui est toujours utilisé aujourd'hui. Merci Francesco. Alors, j'ai encore d'autres petites questions. Je vais déjà prendre celle de Tony Correa. Les photos sont prises automatiquement à un pas de mesure qui est fixe? J'en Alors déduis que oui. effectivement, oui. Alors voilà, la réponse est oui, tout simplement. Parfait. Question de David Gardette. Est-ce que vous avez connaissance de salons en France à venir ou en 2025 sur le thème de l'IA en lien avec la voirie? Bah, je pense que déjà, il y a Monsieur Couturier qui a fait une très bonne promotion là-dessus, sur l'assise de l'AI. Donc, il y aura effectivement un sujet sur la voirie. Après, au niveau de l'AI spécifiquement, les deux ensemble, il n'y a pas encore de salon spécifiquement là-dessus. Par contre, il y a des discussions en cours. Je fais partie d'un groupe de travail sur l'AI avec certains de mes homologues sur la partie justement comment on cadre ce genre de réflexion pour un marché routier comme la France. Donc il y a des groupes de travail qui sont en tout cas qui ont débuté où le CEREMA fait partie, mais en tout cas un salon là-dessus, pas vraiment, mais je pense que dans les salons routiers, type les rencontres nationales des gestionnaires de la route, est un salon parfait pour justement parler de ce genre de sujet. Donc peut-être un prochain agenda pour vous, Alicia. Merci Francesco. Donc effectivement, je confirme que cette année, les rencontres nationales des gestionnaires des routes auront lieu les 25 et 26 septembre à Moulins dans l'Allier. Vialytix sera d'ailleurs présent. Donc voilà, si vous avez envie de creuser le sujet et d'échanger en direct avec eux, ça sera l'occasion. Et lors de cette nouvelle édition, on aura une session dédiée à l'IA. Donc le site internet doit ouvrir ses portes dans les prochains jours ou a ouvert ses portes. Normalement, vous avez aussi reçu un petit communiqué Save the Date parce que vous pouvez vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes. Mais voilà, dans l'immédiat, c'est ce que je peux vous conseiller puisque là, on est typiquement sur de la voirie. Il y aura une session dédiée à l'IA et il y aura bien évidemment des acteurs en lien avec cette thématique, puisque dans la session dont je vous parle, il y a notamment 2 départements qui vont venir aussi témoigner, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrais vous transmettre le pré-programme à date. En attendant, revenons à notre webconférence de ce jour avec une nouvelle question de Sébastien Rettel. Alors la question c'est, et pour les trottoirs, le stationnement des véhicules empêche le diagnostic sur trottoir depuis un véhicule en circulation? C'est une question, hein. Alors, la réponse est toute simple, en fait, d'où l'importance de la fréquence d'analyse. C'est-à-dire que si effectivement on va revenir plusieurs fois sur le terrain pour analyser l'état des routes, bah, au final, on va trouver effectivement une partie de la route où il n'y aura pas de véhicule garé et on pourra analyser la voirie. Mais encore une fois,
ce qui est important aussi, c'est que souvent, effectivement, c'est une question que certains agents peuvent avoir. Mais la réalité, c'est que si on regarde la majorité du patrimoine routier, il n'y a pas un énorme pourcentage qui est couvert par les voitures. Et quand effectivement on regarde la pertinence de mettre en place une programmation routière avec un budget, et bah, si on a plusieurs passages, bah, ça permet effectivement de couvrir les trous. En tout cas, c'est comme ça que je gère les collectivités chez nous. Voilà, c'est manque de données. Merci pour cette réponse, Francesco. Je vous pose une dernière question, après on poursuit avec Andreas. Une question d'Annette Vildeuil. Est-ce qu'il y a pour projet de développer l'application pour l'analyse des bâtiments? Bah, écoutez, c'est une question très intéressante. Je pense que, alors pour le moment, nous, effectivement, on est positionné sur le segment routier. Après, voilà, on n'est pas à l'abri de surprises. En tout cas, voilà, je pense que c'est une perspective intéressante. Ah, et je suis désolée, une autre question de Carmen. Est-ce que l'outil peut exploiter des images qui existent déjà? Alors aujourd'hui, notre modèle, il est vraiment un petit peu, je dirais, formaté sur notre système de prise d'image. C'est-à-dire que la meilleure qualité de résultat sera faite à travers notre système. Alors on va pouvoir effectivement exploiter d'autres images, mais elles ne vont pas avoir la même sortie de données. Donc aujourd'hui, c'est vrai que voilà, la formule qu'on a avec nos utilisateurs, c'est effectivement la récolte de données à travers notre système. C'est très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis, effectivement, je vous propose peut-être d'écouter Andreas qui, lui, va nous parler de l'IA au service des villes de demain, donc des villes durables, hein, bien évidemment, de demain. Et puis, on refera un petit temps d'échange juste après, donc je reprendrai quelques questions. Merci Alicia. Alors, rebonjour à tous. Donc, merci. Effectivement, après s'être intéressé à la qualité de la route, on va s'intéresser à ce qu'il y a ou ce qu'il peut y avoir dessus, c'est-à-dire la propreté urbaine, qui est aussi un enjeu très important pour les élus. En effet, la propreté de la ville, ça contribue à son attractivité et à la qualité de vie des habitants. C'est comme une carte de visite, en fait, de la ville. Mais ce n'est pas que la propreté, c'est aussi le service de propreté qui joue un rôle fondamental dans la transition vers des villes plus durables. En effet, là, vous voyez à gauche, tous les petits déchets, surtout les plastiques, les mégots, qui ne sont pas collectés, vont finir dans les cours d'eau. On a mesuré à Genève, par exemple, qu'il y avait environ 10 000 mégots qui finissaient chaque jour dans le lac et dans le Rhône. Voilà, donc par contre, d'un autre côté, le fait de nettoyer, ça va aussi avoir un impact important sur le climat, puisque les balayeuses consomment 5 fois plus de carburant que les autres véhicules. Elles émettent du bruit, de la poussière, et donc en équivalent CO2, ça représente des quantités importantes selon les villes. Certaines villes lavent aussi à l'eau, et la plupart du temps, c'est de l'eau potable. Et donc, optimiser la propreté permet aussi de réduire les consommations d'eau, surtout en ce moment, enfin en été, où on a des problèmes de pénurie. Ça, c'est pour l'impact environnemental. Il y a aussi un effet important sur les coûts. Donc, en France, on estime que la propreté coûte environ 56 € par année par habitant. C'est une information, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette valeur peut varier d'un facteur de 1 à 4, et ce qui n'est pas du tout corrélé avec le niveau de propreté. Autrement dit, ce n'est pas en dépensant plus que la ville sera plus propre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les services de propreté travaillent avec une logique de moyens. Donc, ils ont des plannings routiniers et ils vont nettoyer, que la rue soit sale ou pas. Alors, qu'est-ce que nous proposons? C'est de passer en fait de cette logique de moyens vers une logique de résultats. En mesurant le niveau de propreté, on peut engager les moyens là où ils sont nécessaires et donc améliorer ainsi l'organisation en continu. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Notre proposition, ce n'est donc pas de nettoyer plus, mais de nettoyer mieux. La mesure du niveau de propreté permet d'améliorer la propreté et d'optimiser l'utilisation des ressources et l'impact sur l'environnement. Elle permet aussi de documenter les progrès pour les villes, notamment celles qui sont, impliquées ou engagées dans des démarches de REP, donc responsabilité élargie des producteurs,
Elle permet aux élus de communiquer de manière objective, par exemple avec les communautés de quartier, et d'impliquer tous les collaborateurs dans l'amélioration continue des services. Pour cela, nous équipons les véhicules comme ici la balayeuse avec une caméra et une Cortexia Box. Cette box, c'est elle qui détecte les différents types de déchets urbains, donc mégots, cigarettes, papier, canettes, etc. Directement sur le véhicule. Il n'y a pas d'image transmise dans notre cas, ce qui permet de respecter la protection des données par design. Nous calculons à partir de là un index de propreté qui va de 0, qui signifie très sale, à 5, très propre. Et en contrepartie, la ville va définir un niveau de propreté objectif, une qualité de service qu'elle veut atteindre. Et donc, on voit ici que les rues qui sont dans ce niveau de propreté sont en vert, ça veut dire que le travail est bien fait. Les rues qui sont en dessus, elles sont en surqualité. Et donc, de les nettoyer à nouveau, ça va utiliser des ressources et de l'impact environnemental qui serait beaucoup mieux utilisé sur les rues qui sont ici rouges, en fait, les rues sales. Alors voilà, on a aussi, nous, un système de visualisation des données avec des filtres qui permettent de choisir les horizons de temps. On peut aussi, on voit ici les différents districts. Lorsqu'on zoome, on peut aller sur le niveau de propreté par rue, par place, et si on zoome encore plus loin, aller jusqu'au niveau des différents endroits de la rue. On peut visualiser en fonction du temps, donc jour du mois, en fonction des types de déchets. On peut aussi superposer ici, par exemple, des hotspots où on choisit les différents types de déchets, par exemple les cigarettes, avec des points d'intérêt. Donc ici, ce sont les cendriers de la ville de Tourcoing. On pourrait le faire avec des restaurants et des terrasses ou des corbeilles de rue. Voilà, donc je vais prendre 3 exemples pour illustrer les bénéfices en fait, de la mesure de propreté. Tout d'abord, je vais commencer avec la communauté urbaine de Strasbourg, qui, elle, a travaillé sur l'optimisation des ressources. Donc, un état initial a permis de mettre en évidence ici que les communes périphériques, ici sur la partie à gauche, étaient en surpropreté. Et contrairement au centre-ville, ici, et surtout vraiment le centre urbain, qui avait un certain nombre de zones qui étaient en rouge. Donc, en croisant ça avec les fréquences de nettoyage, en fait, la ville de Strasbourg a repris discussion avec les communautés, avec les communes périphériques, et ils ont décidé d'adapter les fréquences de passage, donc d'augmenter sur le centre de Strasbourg et de les réduire en périphérie, ce qui a été fait. Et voici le résultat. Donc, on voit que le centre touristique est beaucoup plus propre, sans que la qualité des communes périphériques ait été dégradée. Et puis, on a aussi une propreté qui est beaucoup plus uniforme, ce qui a aussi un impact très positif sur la perception de la propreté par les usagers. La ville de Tourcoing, elle a eu surtout une démarche sur la réduction des mégots abandonnés. Donc, d'abord, elle a installé des collecteurs de mégots. Ici, c'est les petits points jaunes. Et elle a voulu caractériser l'efficacité de leur action. Elle a mesuré les hotspots avec notre système, et ce qui a permis d'identifier soit des zones où il y avait, par exemple ici, beaucoup de collecteurs, mais pas forcément beaucoup de mégots, des zones où il y avait des hotspots de mégots où il n'y avait pas de collecteurs, et ce qui va permettre, dans un second temps, d'optimiser la quantité et l'emplacement des collecteurs de mégots. Un résultat qui les a particulièrement interpellés, c'est que, notamment ici, une partie des hotspots correspondait en fait à des zones de bouchons, ce qui veut dire que les automobilistes, lorsqu'ils sont coincés dans le trafic, ils vont jeter en fait leurs mégots par la fenêtre. Et donc, Tourcoing a développé des autocollants qu'elle distribue aux automobilistes et qui ont pour objectif de créer un mouvement vertueux en disant pour que les automobilistes arrêtent de jeter les mégots par leurs fenêtres. Donc, les villes qui contractent pour les REP, notamment Excité ou Alcôme, doivent mettre en place des actions de réduction des déchets abandonnés et aussi documenter leurs progrès.
Actuellement, souvent, les justifications à produire se basent sur l'évolution des hotspots. Donc, comme on a vu tout à l'heure, notre système permet d'abord d'identifier automatiquement des hotspots, mais ensuite, on peut les mémoriser et en fait suivre l'évolution dans le temps et donc ainsi de quantifier l'efficacité des mesures de réduction. Voilà, un autre élément important ou intéressant de la ville de Tourcoing, elle a une démarche inclusive pour laquelle elle a développé des rapports spécifiques qui sont générés et envoyés automatiquement aux élus de quartier. Donc, ça leur permet de communiquer directement avec les usagers. Et en parallèle, elle a formé ses cadres à l'utilisation de l'outil, ce qui permet aussi de les engager dans une communication, une discussion objective avec les usagers. Voilà, dernier exemple, la ville du Havre. Donc, la ville du Havre est engagée dans une démarche qualité et de piloter véritablement la propreté par des indicateurs objectifs et d'impliquer les collaborateurs dans une démarche d'amélioration continue. Donc, pour cela, ils ont d'abord décidé de faire une phase pilote où ils ont évalué les bénéfices de la solution. Donc, vous voyez ici, en fait, un peu le même type d'approche qu'on a vu précédemment. À gauche, donc, un état initial avec l'objectif d'uniformiser le niveau de propreté, donc de passer tout au vert. Et puis, à droite, donc là, c'est plus des cendriers, mais c'est des corbeilles de rue. Donc, d'optimiser l'emplacement et les quantités du mobilier urbain. Et donc, à partir de ça, en fait, la prochaine étape, ça va être d'intégrer la mesure du niveau de propreté avec un outil de gestion des ressources. Donc, actuellement, nous sommes présents en Suisse, en France, en Allemagne, et nous commençons au Benelux. Et vous avez vu, on a des belles références aussi en France. Voilà, que vous pouvez voir sur la feuille ici. Donc, avec la mesure de propreté, on peut améliorer non seulement le niveau de propreté de la ville, mais aussi réduire son impact environnemental, impliquer les équipes. Nous avons aussi écrit un certain nombre de Clean City Papers, donc des articles sur comment améliorer la propreté urbaine. Je vous engage à visiter notre site web et puis à vous inscrire sur ces papiers. Voilà pour ma présentation. Eh bien, merci Andreas. Et donc, comme annoncé tout à l'heure, il nous reste encore quelques minutes pour prendre quelques questions. D'ailleurs, en parlant de questions, donc il y avait une question de Vincent Bizet. J'ai vu que Francesco, vous aviez réagi, mais je vais quand même la poser pour que tout le monde l'ait en tête. Donc, il voulait savoir si, outre le recensement de l'état des routes, il était envisagé de référencer l'état des bords de RD, donc tout ce qui est dépendance verte et bleue. Alors du coup, je vais reformuler la réponse. Donc effectivement, c'est pas le cas aujourd'hui pour Vialitix, mais c'est une piste de réflexion, parce que c'est comme ça en tout cas, qu'on établit notre feuille de route de développement de l'outil en fonction des retours qu'on a des collectivités et des départements, voilà, de nos utilisateurs qui mettent en avant Vialitix. Et effectivement, en tout cas, la partie verte, c'est vrai que c'est un grand sujet parce qu'on nous l'a demandé plusieurs fois et on l'étudie en tout cas en interne. Donc typiquement, c'est ce genre de choses qu'on essaie de mettre en avant et en tout cas, notre volonté, c'est de pouvoir effectivement analyser l'ensemble du cadre de vie. Et le cadre de vie, on a la route, on a aussi les à côté, les équipements et effectivement les dépendances bleues et vertes. Merci. Merci. Je ne suis pas étonnée parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup sur la communauté, donc je pense que c'est normal que cette demande vous soit remontée. Alors, une autre question de David Grandcir, pas très éloignée. Est-ce que ce système peut détecter les herbes indésirées, donc sur trottoir et dans les caniveaux, ou l'accumulation de déchets dans des caniveaux et qui empêche, par exemple, le bon écoulement des eaux de ruissellement? Alors, donc, en ce qui concerne les herbes, pour l'instant, la réponse, elle est non, puisqu'en fait, dans la plupart des outils ou des indicateurs de propreté, c'est pas considéré aujourd'hui, c'est plus considéré comme un déchet. C'est considéré comme quelque chose de normal ou qui fait partie, on va dire, de l'environnement urbain. Donc, on ne le détecte pas. Ensuite, au niveau des canalisations, alors oui, il faudrait pouvoir marquer, si on avait la position des canalisations, on peut effectivement faire comme avec les corbeilles de rue. Le chiffre que je donnais sur la ville de Genève, nous avons placé, nous, des filtres dans les canalisations et on s'est amusé à compter le nombre de mégots.
qui passaient dans les bouches d'égout sur plusieurs mois. Et juste peut-être Alicia pour ajouter un petit complément, parce qu'il y a une question qui parlait de l'interopérabilité des Oui, deux j'allais vous outils. la poser, de Ah, Jean-Paul d'accord. Lariou, effectivement. Euh, Mais voilà, allez-y, voilà. Quelle était ok. l'interopérabilité entre les deux outils? Ah oui, c'est un mot compliqué, mais fort important. Alors, donc d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Andreas sur le projet GPSO. Et effectivement, en tout cas, nous, on a effectivement une prestation qui a été proposée à cette collectivité et qui a été en fait connectée à travers une GMAO qui, elle, a vraiment en tout cas, agrégé pas mal de données de tout le territoire, donc pas seulement de la voirie et des déchets. Mais c'est comme ça, en tout cas, qu'aujourd'hui, on a une lecture, on va dire, transversale sur le territoire. Mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas eu de demande particulière sur l'intégration de nos deux outils. Mais sur effectivement je dirais des candidats de collectivités qui souhaiteraient qu'on crée une API entre nos deux systèmes, je pense que ce sera tout à fait envisageable et à discuter avec Andreas. Eh bien, merci beaucoup, Francesco. Merci beaucoup, Andreas. Je regarde si j'ai d'autres questions peut-être pour vous, ce qui ne semble pas être le cas. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on va toucher à la fin de ce webinaire. Donc, écoutez, nous aurons respecté le timing puisqu'il est tout juste 16h05. Peut-être avant, Francesco, de vous laisser la main pour peut-être apporter un nouvel éclairage en guise aussi de conclusion et que nos participants repartent avec les principales informations de cette session. J'ai quand même reçu une question de Harry Ney. Est-ce que l'on peut transposer son système aux ouvrages de protection contre les inondations? Alors, je vois que c'est une question pour moi. La réponse est voilà et non, tout simplement. Pas encore. Encore une fois, c'est des choses qu'on essaye d'étudier à travers effectivement différents souhaits que les utilisateurs vont nous remonter. Et on les priorise en fonction aussi de la demande en tant que sur les collectivités. Et là, je vois plusieurs questions arriver. C'est normal. Quand j'annonce la fin, souvent, mais c'est tout à fait normal. Donc, on va les prendre, rassurez-vous. Petite question de Ludovic Gineste. Est-ce que vous imaginez un relevé conjoint pour les deux usages solutions? Alors ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, bravo Ludovic, je crois que c'est vous qui avez gagné la devinette sur la Suède. Je pense que c'est une discussion effectivement qu'on pourrait avoir avec Andreas sur certaines collectivités où on pourrait avoir une mutualisation du système. Après, je pense qu'il y a quelques détails et on va dire prise de données qui sont un petit peu différentes. J'ai vu qu'il y avait aussi une prise d'image à pied. Donc, il faudra effectivement étudier la question et voir comment on peut peut-être mutualiser ce genre d'approche. Mais je pense que c'est à faire, en tout cas en étroite relation avec la collectivité qui le demande. Mais je pense que ça peut être envisageable. Je pense qu'effectivement, techniquement, tout est possible. Après, je dirais, nous, on n'est pas dans les mêmes horizons de temps que Vialytix, puisque la qualité de la route, elle va changer à un pas beaucoup plus long que la propreté urbaine, qui est quelque chose qui est vraiment, qui vibre, enfin, qui bouge. On peut effectivement, en fonction des événements, en fonction de la saison, les feuilles, pas les feuilles, des modifications dans la circulation, etc., voir des évolutions. En fonction aussi des modifications qu'on va apporter, donc lorsqu'on va optimiser les parcours, les fréquences de balayage, c'est quelque chose qui vit vraiment la propreté urbaine. Donc nous, on est dans une fréquence beaucoup plus élevée de prise de données que pour les routes. Merci à tous les deux pour cette réponse. Je vois que j'ai encore une petite question. Voilà, je fais encore un dernier tour sur Vimeo, histoire d'oublier personne. Donc, question de Jean-Paul Lariou. Est-ce que les balayeuses peuvent également être utilisées comme moyen d'inspection de la voirie? Alors, je crois que je prends celle-ci. Tout est possible, hein, en quelque sorte. Hein. Tout véhicule peut effectivement être adapté parce qu'on a essayé de faire un système assez universel. Hein. On parle de smartphone avec une fixation, donc on peut imaginer tout un tas de véhicules faire ce genre d'auscultation. Ce qui est sûr, c'est que quand on parle d'une balayeuse ou d'une campagne de grande poubelle ou de postier ou peut-être de d'autres services comme par exemple les bus qui passent sur certaines routes, il faut bien organiser le paramétrage des fréquences, etc. Donc, il y a des choses qui sont possibles, mais la réalité, c'est que souvent, nous, ce qu'on observe, en tout cas à travers nos utilisateurs, c'est qu'ils aiment maîtriser ce processus.
l'agent aime aller sur le terrain. Il y a vraiment cet amour du territoire. On va voilà, signaler des choses sur le terrain. Et c'est vrai que cette pratique-là montre aussi je dirais, la pertinence d'avoir son propre kit que la collectivité va déployer pour analyser son réseau. Et je pense que ça met aussi en évidence la maîtrise qui est importante du point de vue de la collectivité. Alors, effectivement, si on peut le mutualiser avec d'autres, on le fera. Mais aujourd'hui, on l'a fait à 3 reprises sur une centaine de collectivités. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément une demande commune, en tout cas de nos utilisateurs. Merci Francesco. Entre-temps, j'ai reçu une question de Sébastien Asper du CD21 qui demande est-ce qu'il est envisageable de transposer l'outil Vialytix avec un levier à grande échelle type LIDAR HD et un PCRS? Alors, pour l'instant, ce n'est pas notre positionnement parce qu'on souhaite vraiment être plus axé sur un outil de gestion routière qui va être sur le même filtre d'analyse. Après, encore une fois, voilà, nous, on est dépendant d'une évolution aussi du smartphone et l'iPhone, de plus en plus, vous avez peut-être vu, mais les derniers iPhones ont des technologies LiDAR maintenant sur le téléphone. Donc, on n'est pas à l'abri que, je dirais, d'autres cas d'usage peuvent venir approfondir notre analyse. Mais en tout cas, je pense que c'est encore trop tôt pour se positionner là-dessus. Aucun problème. Merci en tout cas pour cette réponse apportée. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, donc là, cette fois-ci, pour le moment, en tout cas, je n'ai plus d'autres questions, mais n'hésitez pas à continuer de réagir. Et puis, moi, je pourrai toujours transmettre vos questions et réactions par la suite à nos intervenants. Francesco, peut-être vous laisser quand même la main pour clôturer ce webinaire et puis transmettre des dernières informations à nos participants. Mais déjà, un grand merci Delco, merci aux intervenants. Alors, il y en a deux qui n'ont pas pu rester, mais merci aussi Andreas pour le cas d'usage sur les déchets, l'environnement, un sujet aussi important. Et puis aux participants qui ont participé, donc j'ai cru comprendre qu'on avait une diversité de participants, à la fois départements, villes et peut-être autres partenaires. Merci à eux. Moi, peut-être comme mot de la fin, j'aimerais juste partager quelques petits messages que j'ai trouvés pertinents pendant le webinaire. Le premier venait d'Ismaël, qui a fait effectivement notre introduction, sur notamment un message qui pour moi me parle beaucoup, c'était que l'IA est invisible. Et c'est vrai, c'est-à-dire que les actions de l'IA ne sont pas visuelles, elles ne se voient pas sur, je dirais, les résultats d'un territoire qui va implémenter sur la technologie. Et ça, c'est très parlant parce que moi, je suis un partisan de voir l'IA comme un moyen et pas une fin en soi. C'est-à-dire que l'IA doit vraiment répondre à un besoin d'utilisateur, mais ne doit pas maîtriser, contrôler un processus pour une collectivité. Bien au contraire. Et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de technologies qui vont s'insérer effectivement pour améliorer l'espace de vie en collectivité. Il faut vraiment avoir cette notion de besoin, de cas d'usage en collectivité. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur la présentation de M. Couturier. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était notamment les 2 mots-clés de relation binôme. Sur à la fois la partie agent et élu. Effectivement, il y a un discours à véhiculer en permanence. Ça doit être très complexe pour eux de pouvoir gérer ce genre de contexte où il faut toujours avoir à la fois un discours technique sur la compétence, la gestion de la voirie et porter ça politiquement. Et ça, c'est aussi d'autres critères à prendre en compte et c'est un discours, une relation binôme à avoir. Et une relation binôme aussi à avoir avec les prestataires. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que souvent, quand on est dans un secteur comme les villes intelligentes, les smart cities, c'est qu'on a une relation très partenariale avec une collectivité. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de co-créer, expérimenter avec eux quelque chose qu'ils n'ont pas forcément fait auparavant. Et on va avoir pas mal de retours pour justement, nous, en interne, mieux développer notre produit pour répondre aux vrais besoins des utilisateurs. Donc, il y a aussi cette relation binôme à avoir avec les prestataires, que ce soit nous, ou Cortesia, ou d'autres, bien évidemment. Et puis voilà. Et le dernier point, je pense qu'effectivement, derrière le sujet de la voirie, le sujet de l'intelligence artificielle, il y a aussi des sujets d'environnement. Donc, Andreas nous a fait un très bel exemple sur son type de cas d'usage. L'environnement est aussi au cœur de la voirie, de bien décarboner effectivement ces entretiens. C'était un sujet notamment des rencontres nationales l'année dernière.
Et je pense que c'est un sujet qui va continuer à fortifier dans les années à venir. Donc, c'est aussi un axe, en tout cas, de réflexion sur lequel on va aussi se pencher pour pouvoir proposer, en tout cas, des programmations qui s'appuient aussi sur des critères écologiques. Voilà, merci Alicia, merci à tous et puis bon lundi à tous. Eh bien, merci beaucoup, Francesco, pour ces quelques mots de conclusion. Merci à tous les intervenants pour leurs interventions riches et de qualité. Merci aussi aux participants pour leur écoute et leurs nombreuses questions, puisque vous savez ô combien j'apprécie vos questions, puisque ça nous permet d'aller en profondeur sur certains sujets. Et le sujet de l'IA est quand même un sujet qu'on n'a pas toujours l'habitude de traiter, mais vous l'avez compris, outre cette webconférence, ce sujet fera aussi l'objet d'une session sur les Rangers 2024. Je rappelle que Vialytics y sera présent, donc ça peut être vraiment l'occasion pour vous de les rencontrer et d'aller plus loin sur cette thématique et d'échanger avec eux. Je vous ai partagé aussi dans les modules de discussion le lien direct vers le site internet de l'édition 2024 des Rangers. Donc, vous pouvez aller y jeter un œil, consulter le pré-programme tel qu'il est à date et puis, naturellement, vous y inscrire. Et puis peut-être, avant de se quitter, vous le savez sans doute, puisqu'on a communiqué dessus, mais les trophées des héros territoriaux reviennent pour une deuxième édition. Donc, j'en profite puisqu'encore une fois, la thématique de ce jour s'y prête énormément. Si vous avez un projet, n'hésitez pas à le valoriser au travers des trophées des héros territoriaux. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière les agents qui œuvrent au quotidien dans la fonction publique territoriale. Donc voilà, vous avez jusqu'à septembre pour candidater. Donc, si vous avez un projet que vous souhaitez pousser et communiquer, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à candidater. Je vous partage le petit lien URL qui vous mènera directement vers le formulaire de candidature. Et puis, je me tiens comme habituellement à votre disposition si vous avez des petites questions ou besoin d'un accompagnement. Voilà, ben, écoutez, je ne vais pas m'attarder et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une belle semaine et puis on se revoit bien vite sur la communauté voirie. Encore merci à tous. Au revoir.